C'est un petit village tranquille de haute montagne où vivent 300 habitants. Dans le hameau de Lombardie, fief de la famille Bertrand depuis des générations, plus rien ne sera jamais comme avant. Celui que nous appellerons David, 16 ans, aurait tué sa mère. Martine Bertrand, 57 ans, capitaine de police, une haute responsable locale. Elle a été retrouvée morte ici, dans sa maison, fin octobre. Et quelques heures après la découverte du corps, David, son fils unique, aurait avoué le crime. Martine habitait ici, à quelques mètres seulement de ses parents, de sa sœur Yvette et de son frère Pascal. Venez, je vous montre son élevage. Depuis sa mort, Pascal vient chaque matin chez elle, nourrir ses 12 chiens. Plus vite. Il est le dernier à avoir vu Martine en vie. Moi, de toute la semaine, j'ai pas eu de coup de fil. Mais bon, vu qu'on s'était un peu attrapé le matin avec ma sœur, elle me fait la gueule. Et ça m'inquiétait pas plus que ça, quoi. Ma mère était inquiète. À midi, elle me dit, Martine, je l'ai pas vue de la semaine. Pascal, il se passe quelque chose. Et on essaye de contacter Martine, ne répondait pas. On essaye de contacter mais il répondait pas. Bon, là, à 18h, on a commencé à vraiment s'inquiéter. On est venu ici avec ma sœur. Moi, j'étais venu 2-3 fois. Hein. Il y avait toujours la voiture de garée. La porte était fermée. Les chiens étaient dans la maison. Bon, de toute façon, j'ai dit à Yvette, j'ai dit, elle va forcément venir. Soit c'est Rimir qui va venir pour nourrir les chiens, soit c'est Martine. Elle va pas laisser ses chiens comme ça. Pascal prévient les gendarmes, qui rentrent dans la maison, mais rien, aucune trace de Martine. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Le lendemain, d'importants moyens de recherche sont déployés. 40 hommes mobilisés, un hélicoptère, des plongeurs et une équipe cynophile. C'est finalement dans sa maison qu'une gendarme découvre le corps dissimulé de Martine, en apparence victime d'un meurtre sordide, comme le précise le procureur de Gap, Florent Crouy. Elle va retrouver le corps qui était parfaitement bien caché, puisque le corps de Martine Bertrand est plus exactement entre des volets fermés, une porte-fenêtre fermée, recouvert de coussins, avec un sac sur la tête, avec une laisse de chien autour du cou et avec des câbles électriques autour du cou. Donc immédiatement, je vais me rendre sur les lieux, je vais constater cette découverte macabre. Alors, procureur de la République, on est habitué à se déplacer sur des scènes de crime, mais vous comprendrez bien que lorsque on a affaire à un commandant de police avec qui on a travaillé, forcément, on est assez choqué de la trouver dans cet état-là. C'est au rez-de-chaussée de sa maison, entre le volet gris et la porte-fenêtre, que le corps de Martine est retrouvé, mardi 27 octobre, plus d'une semaine après sa disparition. Hasard ou coïncidence, David, le fils de Martine, est en garde à vue depuis la veille à Briançon, à 80 km de là, pour une toute autre affaire. Il a été interpellé dans cette cité, avec 30 grammes de cannabis sur lui. Il est interrogé par la police, qui ignore tout de la disparition de sa mère. Les policiers sont quand même surpris parce que lorsqu'on lui demande pourquoi sa mère n'est pas joignable, il donne des explications un petit peu alambiquées et parfois variables. Quel type d'explication ? Disons qu'il parle de voyage, il parle d'hospitalisation et surtout la seule chose qu'on note dans la garde à vue stupéfiant, mais c'est finalement après qu'on se rend compte que c'était important, c'est qu'on trouve dans sa fouille la carte bancaire de sa maman, même s'il lui arrivait parfois d'emprunter, et on trouve des éléments qui appartiennent à sa maman et qui ont justifié d'autant plus notre inquiétude lorsque on a pu s'interroger sur son éventuelle participation à ces faits dramatiques. David est aussi en possession du téléphone portable de sa mère. Au deuxième jour de sa garde à vue, les policiers apprennent que le corps de Martine Bertrand a été découvert chez elle. Son fils devient le suspect numéro 1 et il passe aux aveux. Des aveux qu'il va réitérer à son avocat, maître Michel Picamiglio. Dès qu'il me voit dans la salle de communication de l'avocat, et
immédiatement, ils se mettent à pleurer. Et ce ne sont pas des pleurs télécommandés. C'est vraiment, ils se lâchent, ils se vident. Et il me dit, mais je ne sais plus ce qui est arrivé. J'imagine que j'ai fait quelque chose de mal, mais je ne comprends pas du tout ce qui est arrivé. Je ne comprends pas. Mais je crois bien que j'ai tué ma mère. Vous savez, en dehors des problèmes que nous avions, mais moi j'aimais maman. Donc ça, c'est très prenant. C'est très... Ça vous, si vous me permettez cette expression un peu vulgaire, un peu populaire, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire, ça vous prend aux tripes. Comment cet adolescent, qui venait tout juste d'avoir 16 ans, sans casier judiciaire, décrit comme non violent, vivant dans cette région idyllique et si tranquille, aurait-il pu en arriver là? Roland Muller habite le village depuis plus de 30 ans. Il s'occupe de la paroisse. L'église de Montgardin, elle est située exactement à 1 kilomètre. C'est une église assez récente. Il se souvient de David, enfant. Lorsqu'il avait environ 6-8 ans, il venait à l'église, effectivement, pour sonner les cloches. Et je crois que c'est lui qui a sonné les cloches la dernière fois avec une corde. Après, on a mis un système automatique. Et donc, après, il n'y avait plus de corde, il ne pouvait plus le faire. Mais c'était un petit garçon très gentil. En 2012, Roland Muller lit une petite annonce dans la presse locale. L'équipe du film Belle et Sébastien recherche un petit garçon pour jouer le rôle titre. C'est moi, en fin de compte, qui ai dit à Martine, oui, mais il faudrait bien la faire. Il ressemble à Sébastien, les cheveux frisés, tout ça. Puis c'est quelqu'un de la campagne qui aime bien les chiens, qui aime bien les animaux. Donc Martine a été enthousiasmée par cette annonce, mais en fin de compte, elle a abandonné. Ça ne lui plaisait pas de voir son enfant partir trop loin d'elle, donc elle a renoncé. Martine est très fusionnelle avec son fils unique, qu'elle a eu tardivement à 41 ans. Un enfant né d'une union inattendue entre cette grande flic et un repris de justice. Le père de David est un certain Patrick, 63 ans, figure du milieu marseillais, ici photographié et surveillé par la police. En 1994, il a été condamné à 8 ans de prison pour sa participation au braquage à main armée d'un fourgon blindé près de Mulhouse. Il était un petit peu moins de 11 heures, 3 voitures les coincent, 6 ou 7 hommes armés en descendent, pistolet au poing, les convoyeurs sont braqués, on les force à ouvrir le fourgon et l'argent change de main. L'équivalent de 5 millions d'euros a été dérobé. À sa sortie de prison, Patrick s'installe à Marseille et gère ce bar, une institution sur le Vieux-Port. À l'époque, Martine vit aussi dans la cité phocéenne, où elle est affectée à la brigade des bars, l'unité qui contrôle les débits de boissons. Corinne, son amie intime depuis plus de 20 ans, était présente le soir où Patrick et Martine se rencontrent. Elle a assisté à cette histoire d'amour passionnel. On fait la fête là-bas, on sympathise avec les patrons, et puis ils se sont plu, ils sont tombés amoureux, et ils se sont fréquentés. Voilà, c'est vraiment une histoire d'amour entre eux. Et puis vu sa position et son travail, elle s'est bien rendue compte qu'elle ne pouvait pas continuer à rester avec lui à Marseille. Il a fallu qu'elle fasse un choix. Et elle a fait le choix, avec lui, de quitter son boulot à Marseille, de monter, se faire muter à Gap, et de vivre là-bas leur vie à la montagne. Le couple s'installe au hameau de Lombardie, dans le fief familial. Et Martine tombe rapidement enceinte. Mais ils se séparent quand David n'a que 2 ans. Pourtant, David est un enfant épanoui, comme a pu le constater Corinne, qui passe chaque été chez Martine avec sa fille Romane. Elle a le même âge que David. Et les joues rouges de... Là aussi, il est bon. Il travaillait bien à l'école, il était bien, il était heureux, c'était un enfant joyeux, qui aimait la nature. Lui, les jeux vidéo, les téléphones, enfin, tous les trucs de pré-ado, ça ne l'intéressait pas du tout. Lui, c'était la chasse, le quad, il partait des journées entières dans la forêt. Il était très bien, très équilibré. À l'époque, il voit son père régulièrement.
Puis, c'est la rupture, comme s'en souvient Nicolas, son ami d'enfance. Jusqu'à ses 10 ans, il voyait son père tous les week-ends. Où après, son père lui a mis un ultimatum. Il lui a dit de choisir entre le rugby et lui. Et du coup, il a choisi le rugby parce que c'était sa passion et qu'il n'avait pas envie d'arrêter. Donc son père a décidé de rompre les liens avec lui. Il l'a plus jamais revu? Non, et plus de contact. Martine nous avait dit qu'il avait déjà fait ça avec ses autres enfants, avec ses autres femmes, en leur mettant un ultimatum vers l'adolescence pour rompre les liens, pour pas avoir de conflit. Cet abandon aurait profondément fragilisé David. En 6e, il entre à l'école Saint-Joseph de Gap, le collège le plus huppé de la ville. Julie, qui a 2 ans de plus que lui, le prend sous son aile. C'est elle qui figure sur sa photo de profil sur les réseaux sociaux. C'était un petit qui avait besoin de beaucoup d'attention. Il faisait tout pour que tout le monde l'aime bien. Et je pense qu'il cherchait une identité d'avoir des grands frères, des grandes sœurs. Il traînait du coup avec des plus grands que lui. Il sentait que du coup quelqu'un avait de l'attention sur lui. Et du coup, je pense que ça le rassurait. En 3e, les relations se tendent avec sa mère. David fait même une fugue pendant plusieurs jours. Sa mère a appelé en demandant si tu vois un numéro dans le Gap, est-ce que tu peux me prévenir? J'ai réussi à lui envoyer un message. J'ai réussi à discuter avec lui. J'ai dit, imagine ta mère, même si vous êtes en conflit, même si elle te saoule, j'ai dit, tu sais que c'est ta mère, elle doit être super inquiète pour toi. J'ai dit, au moins, donne signe de vie, donne des nouvelles. Et effectivement, du coup, il avait réussi, à force que je lui parle, il avait réussi à donner des nouvelles à sa mère. Il vous a dit pourquoi il avait fugué? Il m'a pas donné de raison, il en avait marre. Il m'a dit, j'en ai marre. En grandissant, David a de plus en plus de mal à supporter le caractère autoritaire de sa mère. Maurice, 82 ans, est le grand-père de David et le père de Martine. Il vit aussi au hameau. Et quelques jours seulement après le meurtre de sa fille, il défend son petit-fils. Plus gentil, il n'y avait pas. On l'a élevé. Ils habitent à côté. Il était là. On vivait ensemble. Meilleur petit, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Ma fille, c'était un gendarme. Tout petite. Je serais gendarme. Et elle aimait son métier. Et elle était dure. Trop autoritaire? Elle était dure. Elle lui laissait pas une minute. Allez, viens me faire ceci, et viens me faire cela, et viens me faire ça. Il venait en courant, il téléphonait, par exemple. Tu as 1 litre de lait? Parce que c'était souvent ces trucs-là. Oui, il veut arriver. Il n'était pas à la maison quand elle l'appelait au téléphone. Mais tu es encore là-haut. Il n'a pas eu d'enfance. Elle s'est trouvée seule avec ce petit. C'était l'homme de la maison. Elle lui a donné des responsabilités trop tôt. En 2016, Martine acquiert ce gîte à flanc de montagne, à quelques kilomètres de chez elle. Elle le retape entièrement et décide de le mettre en location pour s'assurer une retraite confortable. David n'a que 12 ans. Les week-ends, il allait aider les femmes de ménage à nettoyer les gîtes ou réparer des choses qui étaient cassées. Dès qu'il a pu être motorisé avec un quad, il faisait des allers-retours entre les gîtes et chez lui pour s'occuper de ça. Et à la maison, Martine le sollicite aussi beaucoup. Il devait nourrir tous les chiens, tous les jours, enfin tous les matins, tous les soirs. Ils avaient plus de 10 chiens, donc ça fait quand même beaucoup tout seul. À 12 ans, ils avaient des chiens qui étaient hauts comme ça, ils devaient s'en occuper. À la fin de la 3e, David est exclu du collège pour des problèmes de comportement et de drogue. À 14 ans, il se serait mis à fumer du cannabis. Et là, Martine, elle a commencé à accuser un peu les chocs. Il a commencé à être associé à des fréquentations de dealers autour de l'établissement, ramassé par la police,
qui a fait des enquêtes. Il a été quand même auditionné pour ça, avec sa mère. Mais à chaque fois, il se positionnait comme une victime. Donc on n'a jamais su réellement ce qui se passait réellement. Martine n'arrivait pas à comprendre. Il me racontait qu'il n'en vendait pas forcément, qu'il était juste un peu un passeur. Des grands lui donnaient de la cam et il allait redistribuer à ses amis ou quoi, mais c'était pas, son intention, c'était pas de vendre et de se faire de l'argent par rapport à ça. C'était plus, comme je disais, un moyen de fuite. Il fuyait l'atmosphère toxique qu'il y avait chez lui, les conflits avec sa mère, parce qu'elle était quand même beaucoup sur son dos. David se destinait à des études de vétérinaire ou d'architecte. Finalement, il intègre ce lycée professionnel pour suivre une formation de charpentier. Selon ses proches, il est à la dérive, comme pris dans un engrenage, et consomme de plus en plus de cannabis. C'est quand on perd les flammes. David, ouais. Je m'appelle David. À cette époque, il aurait volé les économies de ses grands-parents, environ 20 000 €. À sa mère, il lui a dit que c'était des amis qui le racketaient, il me semble. Mais après, personnellement, il m'a dit que c'était parce qu'il devait rembourser des sous à des dealers. Et aussi qu'il le rackettait forcément en plus. David a toujours plusieurs versions. À ses copains de lycée comme Titouan, il raconte que c'est de l'argent donné par sa famille, qu'il redistribuait dans la cour par billets de 50 €. Donc il a commencé à se faire un peu connaître comme ça, qu'il donnait des sous facilement. En fait, c'est comme ça qu'il est devenu un peu populaire, qu'on le connaît de partout maintenant. C'est un peu en montrant ses sous qu'il s'est fait une image de lui, en fait. Il a voulu jouer un grand rôle, qu'il fallait pas l'embêter parce qu'il connaissait du monde. Et il a toujours essayé de jouer ce rôle, un peu racaille, on va dire. Mais moi, je sais très bien qu'il n'est pas comme ça. En avril 2019, au petit matin, le gîte de Martine part en fumée. David y a fait une grosse fête avec ses nouveaux amis. Il fume du cannabis et une chicha qui tombe au sol. Tout s'embrase. Le gîte était estimé à plus d'1 million €. Pascal, le frère de Martine, décide alors de la mettre en garde. Sa mère, elle n'a pas réagi à temps. Moi, j'ai essayé de l'avertir et j'ai dit, il faut que tu fasses quelque chose. Toi. Mets-le dans une bonne école où il soit bien entouré, même dans une école militaire s'il faut, mais il faut frapper fort à la première bêtise, il ne faut pas attendre. Quoi. Et Martine, elle s'est fâchée contre moi quand je lui ai dit ça et on ne pouvait rien lui dire à Martine. Elle le défendait. C'était son seul fils, c'était sa seule famille. Et les jours qui ont précédé sa mort, Martine confie ses craintes à son frère. C'était des temps, je la sentais soucieuse quand même. Soucieuse. Inquiète. Qu'est-ce qu'elle n'est pas? Des petits détails, par exemple pour ce petit chien là. C'était son chien préféré, elle était toujours avec lui. Et elle nous avait dit, tu sais, si un jour il m'arrive quelque chose, j'espère que vous garderez le bébé. Ouais, elle avait un pressentiment. Quoi. Bébé, son cavalier King Charles, le préféré de ses 12 chiens. Martine s'est aussi ouverte à Abdel, son voisin. Il vit à 200 mètres de chez elle. Ils se connaissent depuis 12 ans et se sont parlé 3 jours seulement avant le drame. Elle me dit, ouais, putain. Elle me dit, il me fait peur et tout. Je fais, ah bon? Ouais, je crois il doit être mal. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je fais, moi, tu sais bien comme je suis. Je me suis embrouillé une fois avec lui. Il m'avait piqué mon paquet de tabac. Puis il m'a dit, ouais, vas-y, descends. J'étais pieds nus, j'étais sur le balcon. Il pouvait être violent. Ah, très violent, ouais. Ah, moi, quand je l'ai vu, il m'a dit, ouais, descends, je te fais bouffer le goudron. Je suis resté con, je me dis, merde, ça me rappelait les gars des quartiers, tu sais. Puis moi, j'avais dit, ses grands-parents et tout, je lui dis, mais il a 2 visages, lui. Hein. Vous le prenez pour un ange. Mais il y a l'ange et le démon aussi. Et j'ai dit la même chose à Martine, parce que je lui dis, mais ton fils, il a 2 visages. Un peu, ouais, mais elle voulait
Elle me dit, il faut que je voie avec un spécialiste et tout, qu'est-ce que t'en penses? Je fais, ben, si t'as peur, faut... J'aurais jamais pu penser qu'il passerait à l'acte. Et pourtant, en garde à vue, l'adolescent aurait avoué avoir tué sa mère. David explique qu'il avait la permission de minuit, mais qu'il est rentré à 3 h du matin, après avoir fumé du cannabis et s'être endormi. Une dispute aurait alors éclaté avec sa mère. Il déclare « J'ai serré mon bras autour de son cou pour qu'elle se taise. » À son avocat, David donnera de plus amples détails. Il le réveille à 7h15, 7h30 pour lui dire « Tu te lèves, tu vas promener les chiens ». Il va promener les chiens, il retourne se coucher. Mais elle le suit au premier étage, et là, elle lui dit « Non, tu te lèves et tu te mets, etc., etc., t'es un feignant, machin, machin. » Et puis il lui tire une gifle, dit-il. Ça, c'est sa version. Hein. Et là, il me dit, à la deuxième, je me suis rebellé. Alors nous avons un problème, là, c'est qu'il a un trou noir total. Il ne se rappelle plus exactement comment ça s'est passé. Et me dit-il, ce que je sais, c'est que quand je l'ai vu allongé, j'ai pris son pouls. Le pouls était absolument inerte. Parce que vous savez, maître, quand il y a un incident comme ça, la première des choses qu'il faut faire, c'est prendre le pouls. David explique ensuite qu'il se serait servi de la laisse du chien pour tirer le corps de sa mère au rez-de-chaussée. Elle aurait été alors prise de convulsions. David, terrifié, aurait attrapé un câble pour lui enserrer le cou. Il aurait ensuite dissimulé le corps entre le volet et la fenêtre. Mais pour son avocat, il ne s'agit pas d'une mise en scène. Il cherche à dissimuler le corps, mais le dissimuler hors de sa propre vue, pas pour le cacher. Il n'est pas en phase, je cache mon forfait. Non, j'enlève ce corps qui est à ma vue. Il ne voulait plus la voir. Vous avez parlé du sac plastique, il l'explique par le fait qu'il ne voulait plus voir le regard de sa mère. Pour Maurice, le père de Martine, les circonstances dans lesquelles le corps a été retrouvé sont insupportables. Admettons que ce soit lui qui tue ma fille. Vous mettez en colère, vous donnez un coup de poing, un coup de pied, vous envoyez une casserole par la tête, mais la mettre dans un sac et mettre une laisse, ça, je pense jamais que ce soit lui. Ça, je l'admets pas. Ce qui pose question aussi, c'est l'attitude de David toute la semaine qui a suivi le drame. Il aurait utilisé le portable de sa mère pour envoyer des SMS en se faisant passer pour elle et aurait inventé n'importe quoi pour justifier l'absence de Martine. Qu'elle était à l'hôpital, voilà, que lui il était sur Briançon parce qu'elle avait eu un problème avec un bras, elle s'était fait morte par un chien. Des trucs que voilà, c'était pas impossible. Mais ça m'étonne qu'à moitié parce qu'il était tellement habitué depuis des années à mentir pour tout et pour rien que voilà, il s'était blindé, il était capable de mentir pour des choses affreuses, quoi. Pascal va aussi se rendre compte qu'avant son arrestation, David aurait continué à vivre comme si de rien n'était pendant pratiquement une semaine. Il aurait même reçu des amis chez lui, à quelques mètres du cadavre de sa mère. Mais il a quand même pas fait une fête après avoir tué sa mère. Si. C'est pour ça que... C'est juste pas possible, quoi. Toute son attitude à côté, son comportement... Et cette fête-là, on peut pas le pardonner, quoi. Il était habité, c'est pas possible. Titouan a participé à la première fête, le lendemain du meurtre. En fait, il a appelé un peu tout le monde pour que... Parce qu'en fait, c'était vraiment une grosse soirée, il voulait faire une grosse soirée. Parce qu'il m'a dit qu'il avait la maison toute la semaine. Donc, suite à ça, il a appelé plein de potes à lui.
et ils lui ont dit de ramener des gens. Qu'est-ce qu'il t'a expliqué sur l'absence de sa mère? Moi, il m'a dit, et je crois qu'il nous a dit à tous, qu'elle, suite à une dispute, elle était partie en vacances une semaine avec un collègue à elle, à l'hôtel, dans le sud. Donc du coup, moi, je l'ai cru, quoi. Normal. Ils sont une dizaine, dans la maison, à quelques mètres seulement du corps de Martine, dissimulé derrière un rideau. Et pour que personne ne découvre le corps de sa mère, David a trouvé la parade. Donc il nous a juste dit de ne pas ouvrir le rideau parce qu'en fait, il a une quinzaine de chiens. Et que si les chiens voyaient la lumière de la maison à l'intérieur, ils allaient sauter sur la vitre et elle allait tomber. Du coup, nous, on ne l'a pas ouverte. Mais en fait, donc, ce mardi, à cette soirée, il était vraiment tout heureux. J'avais même l'impression de dire qu'il était mieux qu'avant. Il rigolait, il était tout content et pas une seule fois, je l'ai vu perturbé ou avoir les yeux penchés dans le vide, qui pensait à quelque chose. Il était vraiment tout content. Il parlait, il rigolait. Son avocat reconnaît la dérive de David, mais explique autrement ses mensonges. Il est déjà entré dans le déni. Les faits ne se sont pas produits, ça n'existe pas, et je ne suis pas à l'origine de cette mort. Il est déjà entré dans le déni. C'est en train de revenir. Je comprends que j'ai tué maman. Pour la famille de David, pour les amis comme Corinne, il n'y a plus qu'un espoir. Que David soit atteint d'une maladie psychiatrique pouvant expliquer son geste. Mais dans sa famille, il y a des problèmes neurologiques. Donc j'espère que les médecins vont vraiment pouvoir étudier cette piste-là très très sérieusement. On se raccroche tous à cet espoir, sinon c'est pas acceptable. Incarcéré dans le quartier mineur de cette maison d'arrêt, David devrait être expertisé prochainement par un psychiatre. Quel que soit le résultat, son grand-père veut être présent pour lui. Ma femme et moi, on le soutient. Ça, ma femme, elle veut le voir. Elle a dit, c'est mon petit. Et on ira le voir. Quand le moment viendra. Je ne sais pas quand ils nous autoriseront. Ça, on ira le voir. On ne laisse pas tomber. On pense que c'est un accident. On ne peut pas le laisser tomber. En apprenant l'incarcération de David, son père, lui aussi emprisonné à Aix-en-Provence pour une affaire d'extorsion de fonds, a repris contact avec lui. S'il est reconnu responsable de ses actes, parce qu'il est mineur, David risque 30 ans de prison et non la perpétuité.